parle du virus Zika dont vous avez sûrement tous entendu parler, très médiatisé aujourd'hui. Et on peut d'ailleurs se poser la question pourquoi cette épidémie est arrivée maintenant et pas plus tôt, puisque ce virus, comme je vous le montre sur cette diapositive, a été en tout cas identifié en 1947. Vous vous retrouvez en Ouganda dans la forêt qui s'appelle Zika, où des chercheurs britanniques et américains mettaient dans des cages au sommet de plateformes, comme vous le voyez ici, des singes qui ici sont des singes macaques rhésus qui venaient d'Asie et qu'ils utilisaient comme sentinelles pour repérer la circulation de virus, et notamment le virus de la fièvre jaune, qui était celui qui les intéressait à l'époque. Et en 1947, un de ces singes a fait une fièvre à 39,7, qui est 2 degrés de plus que sa température normale, et ils lui ont fait un prélèvement de sang inoculé à des souris et ont ainsi eu la première évidence de la présence d'un virus qu'ils ont appelé Zika du nom de la forêt. Un an plus tard, à quelques centaines de mètres là où le singe avait été identifié avec le virus Zika, dans des moustiques Aedes africanus, qui sont aussi des vecteurs de la fièvre jaune, ils ont retrouvé en les écrasant un virus qui passait sur des souris, donnait les mêmes effets et qu'ils ont donc reconnu comme étant lui aussi un virus Zika, ce qui permettait de dire que ce virus avait un cycle qu'on connaît bien pour beaucoup d'arboviroses entre les singes et les moustiques, mais là on était en forêt tropicale avec des Aedes africanus. Alors la suite de l'histoire, vous la connaissez en partie. Le virus a été identifié de façon sporadique en Afrique dans les années 40-50, au Nigeria, quelques cas en 54 qui ont été attribués au virus Zika d'une maladie qui là a été fébrile, mais accompagnée d'ictères, donc ne correspondait pas très bien au tableau clinique qu'on connaît aujourd'hui du virus Zika. Et puis, ce virus s'est déplacé. Dans les années 70, on le retrouve en Asie du Sud, également en Indonésie, en Malaisie. Et puis, plus récemment, en 2007, dans l'île de Yap, qui est en Micronésie et qui est donc juste au-dessus de la Nouvelle-Guinée, Papouasie-Nouvelle-Guinée, pardon. Et puis, 2013-2014, l'épidémie de Polynésie française dont je vais vous reparler, avant d'arriver sur le continent latino-américain et en mars 2015 au Brésil, à l'origine d'une épidémie qui là est devenue la plus large connue aujourd'hui et qui est évidemment à la source des inquiétudes qui justifient une mobilisation internationale des chercheurs et des organisations internationales, parce qu'on s'est rendu compte qu'un virus qu'on pensait inoffensif au début avait avec lui un potentiel pathogène insoupçonné. Alors pourquoi est-ce qu'il a suivi cette trajectoire, ce virus ? Parce qu'il est transmis par les moustiques Aedes, et il y a le moustique Aedes africanus qui est la version tropicale forestière, mais vous avez des cousins urbanisés de ces moustiques Aedes qui sont Aedes aegypti en zone tropicale et Aedes albopictus dans les zones tempérées. Donc c'est des moustiques qui vivent en zone périurbaine. Vous savez, vous connaissez un peu les histoires, les larves notamment se développent très volontiers dans des petits récipients d'eau qui peuvent être des coupelles sous les pots, des pneus, des boîtes de conserve où il y a un peu de flotte. Et tout ça permet donc la propagation de ce moustique. Pour Aedes albopictus, il était initialement au Japon et c'est en fait le transport maritime des pneus qui s'est révélé être un très bon pourvoyeur de moustiques pour des ports dans les villes du monde où ces cargos arrivaient. Et tant que les conditions climatiques étaient favorables au développement de ces moustiques, eh bien, ils se sont installés. Donc c'est un moustique qui s'est vraiment installé sur l'ensemble du globe. Et c'est là où je rejoins la question du début, pourquoi aujourd'hui ? Eh bien, en fait, il était en forêt tropicale au départ, mais le moustique Aedes aegypti ou Aedes albopictus capable de le transmettre s'est installé un peu partout dans les dernières décennies dans le monde, et c'est ces mêmes vecteurs Aedes qui sont à l'origine de la diffusion de la dengue, qui, comme vous le savez, est passée d'Asie du Sud-Est en Amérique latine, par exemple, puis du chikungunya, et maintenant du virus Zika. Alors, au tout début, on pensait que c'était un virus qui était bénin. En Micronésie, en 2007, sur quelques dizaines de cas, on s'est rendu compte que les manifestations cliniques principales étaient une éruption cutanée, de la fièvre modérée, conjonctivite, douleur articulaire, mais des choses très bénignes, tout rentre dans l'ordre en 3 à 5 jours, et vraiment pas de séquelles, pas de complications, pas d'hospitalisation. Dans cette même épidémie, ils ont pu mettre en évidence par analyse sérologique d'un échantillon représentatif des gens qui vivaient sur cette île que 73% de la population avait été touchée pendant l'épidémie, ce qui était considérable. Et vraisemblablement, 80% d'entre eux avaient fait une infection complètement asymptomatique. Donc on est dans le Bénin. Et puis les choses changent un peu quand le virus se déplace, arrive en Polynésie française en 2013-2014.
Et là, vous avez la courbe épidémique telle qu'elle a été relevée sur les cas déclarés consultant dans un réseau de surveillance sentinelle de médecins généralistes en connexion avec le bureau de faits sanitaires à Tahiti, et qui donc rapportent les fièvres de façon hebdomadaire. Les premières sont confirmées comme des Zika, les autres sont attribuées quand les symptômes sont compatibles à des infections par le virus Zika. Et vous avez une jolie courbe épidémique sur 6 mois qui témoigne de la diffusion du virus dans les îles de Polynésie française. Viennent en surimpression en noir les cas de Guillain-Barré, ils sont 42 au total, très légèrement décalés par rapport à la courbe épidémique parce que, comme on va le voir, il y a un certain temps entre le moment où on fait l'infection aiguë et le moment où on développe les complications neurologiques, le syndrome de Guillain-Barré. Une enquête transversale qui a été faite en fin d'épidémie a pu montrer que les 2/3 de la population de Polynésie française avaient des anticorps anti-Zika et avaient été infectés. Une enquête sur les banques des donneurs de sang avant l'épidémie montre qu'il n'y avait pas eu de circulation du virus Zika avant. Et donc cette épidémie s'est accompagnée d'un taux d'attaque de 66%, considérable, similaire à ce qu'on a vu en Micronésie, et qui montre que quand le virus est là, dans un contexte insulaire, plus de la moitié de la population est infectée. Alors grâce à tous ces chiffres, on a pu estimer l'incidence des syndromes de Guillain-Barré à 2,4 pour 10 000 infections par le virus Zika. C'est ce qu'on voit ailleurs pour les autres syndromes de Guillain-Barré. Si vous prenez Campylobacter jejuni, par exemple, qui est une bactérie qui donne des gastroentérites à l'origine de Guillain-Barré, c'est le même ordre de grandeur, 2 à 5 pour 10 000 infections. Donc rien de très nouveau ici. Et ce nombre de 42 Guillain-Barré sur une période de 6 mois correspond à une augmentation multipliée par 17 du taux de Guillain-Barré qui est vu habituellement en Polynésie française. Ils en voient 5 par an. Donc on a maintenant une bonne compréhension quand même de l'association temporelle et spatiale de ces syndromes de Guillain-Barré avec l'épidémie liée au virus Zika. Une analyse plus précise des patients qui ont été inclus dans cette étude montre que pour les 42 syndromes de Guillain-Barré, pour 37 d'entre eux, 88%, 6 jours en médiane avant d'avoir les symptômes neurologiques, ils avaient une infection clinique typique d'une infection par le virus Zika. Donc, déjà une première évidence que le Zika pouvait être lié avec les Guillain-Barré, puisque une semaine avant, les patients avaient des symptômes typiques d'une infection par le virus Zika. Puis après, 2 parcours pour ces patients atteints de Guillain-Barré. Un parcours pour la majorité d'entre eux, 62%, où ils s'aggravent, sont hospitalisés, mais les choses rentrent dans l'ordre très vite et 8 jours plus tard, ils rentrent chez eux avec très peu de séquelles. Mais pour 38% d'entre eux, une aggravation très rapide qui, au bout de 4 jours, justifie une hospitalisation en réanimation parce que le syndrome de Guillain-Barré, c'est une paralysie des membres qu'on appelle ascendante. Vous commencez à avoir des difficultés, une faiblesse dans les pieds, puis ça remonte. Et puis quand ça arrive vers la cage thoracique, eh bien vous n'arrivez plus à respirer et là, il faut vous intuber. Donc l'assistance respiratoire est une indication majeure d'hospitalisation en soins intensifs. Et là, ça va très vite. Sur un Guillain-Barré habituel, il vous faut 1 à 2 semaines avant d'être hospitalisé en réanimation. Là, en 4 jours, les patients devaient être admis. Quand ils allaient en réanimation, ils y restaient plus d'1 mois, en médiane 34 jours. Et la bonne nouvelle cependant, c'est que même si l'aggravation était très rapide, quand ils récupèrent très vite, plus vite que ce qu'on voit dans un Guillain-Barré habituellement, puisque à 3 mois, après la sortie de l'hôpital, 57% d'entre eux pouvaient marcher, ce qui est bien pour des syndromes de Guillain-Barré qui peuvent vraiment traîner sur une année et laisser des séquelles chez un nombre non négligeable de patients. Là, la récupération, les cliniciens nous l'ont tous dit, a été plutôt très rapide. Donc, aggravation rapide, mais récupération rapide. Pour ces patients, on a également fait tout un travail de sérologie pour essayer de documenter ou non s'ils avaient été infectés par un virus Zika. On n'a pas réussi à mettre en évidence le virus dans leur sang parce que après 3 à 5 jours, le virus disparaît après les formes cliniques, donc 6 jours après, ils n'en avaient plus. On aurait pu le détecter dans les urines, mais on ne savait pas à l'époque que le virus pouvait être détecté dans les urines. Mais on a fait tout un travail de sérologie et 93% de ces patients ici avaient des IgM anti-Zika. Tous en neutralisation avaient des anticorps anti-Zika. Très peu de dingues associées. Donc on est assez confiant sur le fait qu'ils avaient été effectivement infectés par le virus Zika et que c'était ça qui était à l'origine de leur syndrome de Guillain-Barré. Alors on continue maintenant sur le continent latino-américain. 2015 au Brésil, isolation du virus et mise en évidence du virus. Et puis depuis, une épidémie qui s'est répandue, 36 régions touchées en février 2016.
avec cette photo qui a fait le tour du monde et qui, terrible, vous montre un enfant atteint de microcéphalie, qui est vraiment la complication aujourd'hui qui retient toute notre attention plus que ce qu'on a vu avant avec les syndromes de Guillain-Barré. Que se passe-t-il? Des infections vraisemblablement au premier trimestre de la grossesse ou tôt dans la grossesse vont empêcher le développement normal du cerveau. En absence de développement du cerveau, la boîte crânienne ne grandit pas et les enfants ont une petite tête, c'est ce qu'on appelle une microcéphalie. Donc les premières notifications de cette complication ont eu lieu 6 mois après l'arrivée du virus au Brésil, en novembre 2015. Également dans des interruptions de grossesse qui étaient motivées parce qu'on diagnostiquait à l'échographie une microcéphalie chez des enfants. Eh bien, on a retrouvé dans le liquide amniotique ou même dans le cerveau des fœtus, après interruption de grossesse, le virus. Donc, on avait comme une deuxième évidence que le virus Zika est bien impliqué. Très récemment, dans Cell Stem Cell, un papier a montré qu'on peut infecter des cellules souches neurales avec le virus Zika, qui est une autre évidence allant dans le sens de l'implication de ce virus. Et puis, au 1er février 2016, l'OMS demande à la communauté scientifique internationale de se mobiliser pour répondre à cette question: est-ce que le virus Zika est à l'origine des microcéphalies? Nous sommes retournés sur les données de Polynésie française, où ils ont un centre de diagnostic prénatal qui conseille les femmes chez qui ont été détectées en cours de grossesse des anomalies à l'échographie, et qui travaille en collaboration avec l'hôpital Trousseau à Paris, où les images de échographie et IRM sont revues, et l'hôpital Necker, où les neuropédiatres revoient les dossiers avec les médecins obstétriciens de Polynésie française et reviennent conseiller les femmes en leur disant voilà le diagnostic que l'on porte aujourd'hui, et discutent l'opportunité ou non d'une interruption de grossesse. Donc il y a un registre, ou du moins un centre de diagnostic anténatal où tous ces dossiers sont conservés. On est retourné dans le centre, on a ressorti tous les dossiers de la période, et on a pu identifier, sur une période de 2 ans, qui encadre les 6 mois de l'épidémie, 8 cas de microcéphalie. Là, vous avez ici figuré les grossesses, une partie de la grossesse qui coïncide avec le pic épidémique, et donc on peut imaginer que les femmes auraient pu être infectées à ce moment-là. Et puis vous avez ici un cas complètement en dehors de l'épidémie, qui serait le taux de base de microcéphalie observé dans une population de Polynésie française. C'est 2 pour 10 000 naissances vivantes, c'est ce qu'on observe d'ailleurs en Europe, aux États-Unis. En revanche, là, vous avez une multiplication par 50 du risque de microcéphalie en période d'épidémie de Zika. Et nous avons travaillé avec Simon Cochemez sur un travail de modélisation, estimer qu'avec ces données, on pense que la période la plus vulnérable pour une infection par le virus Zika qui serait suivie d'une microcéphalie, c'est le premier trimestre de la grossesse. Ça coïncide d'ailleurs avec ce que biologiquement on sait, puisque c'est le moment où le système nerveux central se forme. Et le risque d'une femme infectée au premier trimestre de la grossesse d'avoir un enfant avec microcéphalie est estimé à 1%. Le papier vient de sortir d'ailleurs aujourd'hui dans le Lancet. Alors, pour passer à des choses un petit peu plus gaies, la transmission sexuelle du virus Zika, quand je dis plus gai, c'est par la façon avec laquelle la première personne qui a été reconnue comme ayant infecté sa femme, c'est un microbiologiste américain, Brian Foy, qui a beaucoup médiatisé cette histoire. Non seulement il a publié avec sa femme un papier dans Emerging Infectious Disease où il raconte comment il a été infecté au Sénégal et comment il a infecté sa femme, peut-être pas dans tous les détails, mais vous avez ici des photos de terrain, ils se mettent sur Facebook et tout le reste, etc. etc. Depuis, on sait sur l'épidémie américaine, à partir des cas importés aux États-Unis, là où le vecteur n'est pas actif et où il y a eu des transmissions d'homme vers la femme, à peu près 20 cas recensés aujourd'hui, toujours dans le sens homme-femme. Est-ce que c'est un mode de contamination important? C'est difficile à dire, parce que quand on est en zone épidémique avec du moustique partout, on pense toujours que c'est le moustique. C'est seulement en zone avec des cas importés où il n'y a pas de moustique qu'on arrive à les détecter. Je pense que ça reste marginal, mais c'est à étudier et à suivre. Voilà, je suis désolé, je vais vous abandonner. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, et puis je m'en vais en courant. Je suis désolée, c'était vraiment une... C'est du chant.